thèse se termine par les trous noirs. Et j'ai donc le plaisir de remercier... que j'ai fait mes petites notes. Voilà, là. Merci. De Jean-Pierre Lazota, qui, alors, très brièvement pour le présenter, Jean-Pierre Lazota a toujours travaillé, c'est un théoricien qui a travaillé sur des problèmes théoriques sérieux, en particulier la relativité générale, c'est fondamental pour l'astronomie, et plus particulièrement les problèmes liés à l'effondrement gravitationnel. Et à l'époque où il s'y est intéressé, eh bien, les choses devenaient importantes du point de vue observationnel. On commençait à sentir l'importance des trous noirs, et c'est tout naturellement qu'il s'est mis à travailler sur le problème des trous noirs, toujours vigilant sur la manière dont les observations venaient conforter ou pas conforter une théorie, comme vous le verrez durant sa conférence. Mais il a donc il était d'abord chercheur à l'Observatoire de Meudon. Il a dirigé pendant 12 ans le département d'astronomie relativiste et de cosmologie. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais enfin, ça s'appelait sous la chronique dark, qui veut dire sombre, enfin, voilà, à Meudon. Et depuis 10-11 ans, il a rejoint notre groupe à l'Institut d'astrophysique, où il travaille je crois que c'est l'équipe de haute énergie, des hautes énergies, voilà. Ou peut-être électrons libres, je ne sais pas. En tout cas, merci encore d'être là. Et puis maintenant, je te donne la parole. Merci. Merci. Je ne sais pas si je dois m'excuser de ne pas être Hubert Reeves, mais non, je ne vais pas m'excuser. Je suis très content d'être Jean-Pierre Lazota et j'espère que vous serez pas aussi content que pendant une conférence de Hubert Reeves, mais bon, j'ai aucun espoir. Vous savez, c'est connu dans l'histoire de l'opéra qu'il y a des grands chanteurs qui ont fait carrière quand justement le grand chanteur précédent était malade, ils ont dû le remplacer à la dernière minute. Mais hélas, je pense que je ne ferai pas beaucoup plus carrière que je l'ai fait jusqu'à maintenant, vu l'âge et les perspectives. Cela dit, on peut toujours essayer. J'ai fait cette remarque ce matin à la cantine, pas le matin, à midi à la cantine, à un jeune collègue ici, il m'a dit « on ne sait jamais, tu dois essayer ». Donc je vais essayer de mon mieux. Maintenant, évidemment, quand j'ai appris ça vers midi, et j'avais aussi d'autres choses à faire, donc j'ai pas eu vraiment le temps de préparer quelque chose de nouveau. Donc certaines personnes qui ont bonne mémoire pourront se dire « tiens, j'ai vu déjà ça ». Cela dit, ce que j'ai préparé déjà un certain temps, ce que j'avais déjà montré et que je vais pas répéter, mais les images seront les mêmes. J'en ai ajouté de nouvelles, mais je n'ai pas eu le temps vraiment d'ajouter beaucoup. C'est une conférence pédagogique. J'essaie, dans cette conférence, de faire comprendre à ce qu'on appelle des amateurs, et aussi à certains collègues qui sont des professionnels, mais pas dans ce domaine, ce qu'est un trou noir. Parce que, évidemment, tout le monde a entendu parler des trous noirs. Regardez la télé, très souvent on parle des trous noirs. Vous ouvrez le journal, on parle des trous noirs. On parle de monstres, on parle de gouffres, on parle de monstres tannés cachés dans sa tanière. D'ailleurs, on m'a même obligé moi-même, pourtant je suis contre ça, que j'ai écrit un article pour la science sur les trous noirs, j'ai retrouvé des monstres, des gloutons, des choses horribles. Or, les trous noirs, c'est quelque chose de sérieux. Hein, comme a dit Daniel, je m'occupais des choses sérieuses, je m'occupe toujours des choses sérieuses. Les trous noirs sont sérieux. C'est des objets physiques, c'est des objets astrophysiques, qui ont des propriétés qui peuvent sembler étranges, mais ne sont pas vraiment tellement étranges. Et si vous comparez un trou noir très simple comparé à un électron, le trou noir est quelque chose de très normal. L'électron, non. Mais je ne vais pas parler d'électrons, je vais parler des trous noirs. Daniel pense que j'ai accepté de faire cette conférence pour des raisons nobles. En fait, c'est pas vrai. J'ai accepté ça pour des raisons purement mercantiles. C'est pas que je vais être payé, mais il se trouve que
Aujourd'hui, je regardais les épreuves de mon livre sur les trous noirs qui va sortir chez Odile Jacob au mois de février. Donc, et là, je ne peux pas vous dire quel sera le titre de ce livre, parce que vous ne connaissez peut-être pas les éditeurs, mais j'aurais proposé un titre, ça ne leur a pas plu, ça va être un autre titre. Je vais insister pour que le mot trou noir apparaisse sur la couverture. Mon nom aussi, ça c'est garanti. Donc, si vous voyez trou noir et La Ciotat au mois de février, c'est moi. J'aurais préféré donner cette conférence au mois de février, comme ça j'aurais pu signer des exemplaires. Alors, peut-être je vais essayer de me faufiler pour faire de... Ou peut-être quelqu'un encore va faire défaut, donc je vais faire une autre conférence. Je suis là, je suis toujours prêt à aider les autres. Enfin, pour des raisons mercantiles. Bon, donc les trous noirs. Alors voilà, je vais, on le fait rarement, mais je vais décrire ce qu'il y a sur cette première transparence. C'est une très belle galaxie, connue depuis très longtemps. Elle porte divers noms, mais son nom le plus ancien, c'est Messier 106. Donc c'était l'astronome français très connu Messier qui a fait le premier catalogue des galaxies. Il ne savait pas que c'était des galaxies, il appelait ça des nébuleuses. Et c'est numéro 106 dans son catalogue. Les nébuleuses il est catalogué pour qu'on ne les confonde pas avec les comètes. Hein. On ne s'intéressait pas à des nébuleuses. Les nébuleuses, c'était un truc qui n'était pas intéressant. Les comètes, c'était la vraie astronomie. Donc, c'était une petite tâche quand on a regardé par le télescope. Mais vous voyez maintenant une très belle image. Et ici, au centre de cette galaxie, comme dans la plupart des galaxies, il se trouve un trou noir, ce qu'on appelle supermassif, qui est, dans ce cas, 30 millions de fois plus massif que le Soleil. Donc, je vais parler d'abord des objets physiques abstraits, mais il s'agit d'objets réels. Alors, tout commence en fait avec Newton. Oui, ça c'est une petite animation qui était le premier à réaliser que la gravitation est une force, ou comme on dit maintenant, interaction universelle, ça veut dire qu'elle agit sur tout. Alors j'ai mis ici tout, ça veut dire matière, énergie, lumière. Alors, Newton, il n'est pas sûr qu'il savait que la gravitation attire la lumière, mais on peut, en trichant un peu, faire propager la lumière dans la gravitation de Newton, et on trouve un résultat qui est faux par un facteur 2 par rapport à la réalité et la théorie d'Einstein. Mais c'était déjà là. Je préfère ça. Ça n'apporte rien de nouveau, c'est la même chose, mais il est essentiel de savoir que la gravitation agit de la même façon sur une pomme, sur la Terre, sur la Lune, et je crois, je n'ai pas eu le temps de répéter, qu'on va parler maintenant de... Non, c'est pas la Lune, c'est la Terre. On va parler de la Terre et d'une pomme. Alors, je ne dis pas que tout le monde sait, mais j'imagine que tout le monde a entendu parler des trous noirs qui attirent, qui ne laissent pas sortir, qui laissent sortir rien de leur intérieur, y compris la lumière. Alors, pour comprendre ce fait qui est un peu ou très paradoxal, comment on peut arrêter la lumière, on va faire quelques expériences de pensée. Alors, je prends une pomme. Je suis, je crois, où est-ce que je suis? En Afrique, sur l'équateur, et je la lance avec une vitesse initiale V1. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retombe. Donc, c'est normal, hein, j'aurais pu apporter une pomme, la lancer, elle retombe. Pourquoi elle retombe? Je ne vais pas expliquer. Si vous êtes venu écouter Hubert Reeves, vous savez pourquoi les pommes retombent sur Terre. Donc, je lui donne une vitesse encore plus grande, elle retombe. Je lui donne une vitesse encore plus grande, elle se met sur orbite. Hein, on a parlé d'Ariane. Ariane, bon,
c'est un peu plus compliqué parce que le moteur agit pendant la plupart partie du lancer, mais le principe est le même. On donne une vitesse initiale qui permet à un objet d'être sur orbite. Et puis finalement, je me suis trompé de sens. Et finalement, il y a une vitesse qu'on appelle vitesse de libération pour une raison évidente. Si on donne à un corps initialement cette vitesse, il va plus retomber. Il partira et partira très loin. C'est une expérience de pensée, donc il n'y a pas la Lune, il n'y a pas le Soleil, il n'y a que cet objet dans l'univers, parce que sinon, évidemment, il va faire des trajets. Sinon, ce corps partira très très loin et va s'arrêter quelque part. C'est ça la définition de la vitesse de libération. On oublie de le dire parce qu'on dit, voilà, on peut s'échapper, on peut se libérer de l'attraction gravitationnelle terrestre ou autre, mais on oublie de dire qu'en fin de compte, l'objet qui a été éjecté va s'arrêter. Bon. Je ne sais pas ce que je dois dire après, donc je vais découvrir ça avec vous. Ah, bon. Ça, j'ai déjà dit. Et donc, je donne des exemples des valeurs de vitesse de libération. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, qui n'ont pas peur de ce genre de formule, la vitesse de libération, elle est donnée par cette formule-là, qui vient tout simplement de l'égalisation de l'énergie cinétique, pour ceux de vous qui savent ce que ça veut dire. Il y a une énergie d'attraction gravitationnelle, une énergie cinétique de mouvement. Quand les deux sont égales, ça donne la vitesse de libération. Donc, la vitesse de libération est de 11 km par seconde pour la Terre, elle est de 617, etc. pour le Soleil. Pour une naine blanche, qui est une étoile morte, le Soleil, un jour, serait une naine blanche. Elle est bon, c'est juste un exemple, c'est dans les 7000, 8000 km par seconde. Et pour une étoile à neutrons, c'est déjà 100 000 km par seconde. Maintenant, on pourrait dire, le trou noir arrête la lumière, donc pour le trou noir, la vitesse de libération devrait être 300 km par seconde, parce que c'est la vitesse de la lumière. C'est pas très exact, mais alors, est-ce que c'est vrai? Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, ce n'est pas le XXe siècle qui a vu ce genre d'idée, c'était déjà au XVIIIe siècle, un astronome anglais, John Michell, il a remarqué, on supposait à l'époque que tous les corps célestes ont plus ou moins la même densité. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai, mais on supposait qu'ils avaient la même densité, et il a trouvé que, bon, ça c'est le rayon, je reviens peut-être juste pour montrer là, vous voyez que si on connaît la vitesse de libération, si on met par exemple la vitesse de la lumière, on connaît la masse, si on suppose la masse d'un objet, on peut calculer le rayon du corps qui arrête la lumière. Donc c'est ce qu'a fait Michell, et ce qu'a fait aussi le baron de Laplace, qui après apparemment a changé d'avis, parce que dans une édition du Système du Monde, il y a ce calcul, dans l'autre, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais il est vrai que c'est Michell qui était le premier. Donc, il a trouvé qu'un corps qui aurait la densité du Soleil, mais un rayon 500 fois plus grand, ne laisserait pas sortir la lumière. Il ajoute d'ailleurs que la présence d'un tel corps pourrait cependant être détectée s'il se trouvait dans un système binaire. La masse d'un tel corps serait énorme, comme vous voyez, c'est 120 millions de masses. Bon, c'est la masse solaire, hein, ça c'est mal traduit. Donc, ce qui est formidable, mais c'est compréhensible, parce que
Mitchell était un astronome, il observait, c'était lui le pionnier des observations des systèmes binaires, et il s'est dit, on pourrait peut-être trouver, il n'a pas appelé ça un trou noir, je ne sais même pas comment il a appelé ça, mais ce corps sombre, on pourrait le trouver dans les systèmes binaires. C'est exactement ce qu'on fait maintenant. Donc, si on prend la masse du Soleil, et on ne suppose pas que la densité doit être la même que le Soleil, on trouve que le rayon du Soleil qui serait un trou noir est environ 3 km. Donc, attention, le Soleil n'est pas un trou noir, mais si on prenait le trou noir et on pouvait le comprimer, on le comprime, quand on arrive à un rayon de un peu moins de 3 km, il devient un trou noir. Je ne dirais pas, heureusement pour nous, ça n'arrivera jamais, parce que les échelles de temps sont telles que ça ne regarde vraiment pas. Hein, mais le Soleil ne fera jamais ça. Il y a des étoiles très massives qui le font, qui font des trous noirs, mais le rayon, justement, j'ai mentionné ça, j'ai tenu à mettre ça ici, que le rayon du Soleil est 500 000 fois plus grand que le rayon d'un trou noir de sa masse, parce que j'ai eu des réactions pendant ou après les cours, mais comment ça se fait que le Soleil n'est pas un trou noir? S'il est un trou noir, pourquoi il rayonne? Le Soleil n'est pas un trou noir. Hein, il suffit de vous lever demain matin, s'il ne pleut pas, vous pouvez voir, il brille. Donc il laisse sortir les rayons de lumière. Cependant, Albert Einstein avait basé sa théorie de relativité restreinte 1905, qui a été testée d'une façon la plus complète et exacte de toutes les autres théories physiques, qui a basé sur le fait que la vitesse de la lumière est constante. Elle est toujours 300 km par seconde. Rien n'est plus rapide que la lumière. Et donc, on ne peut pas arrêter la lumière. Un rayon de lumière ou un photon de lumière, on peut l'arrêter, on peut le tuer. On peut l'absorber, on peut faire créer une paire de particules entre particules, mais on ne peut pas ralentir la lumière. On ne peut pas accélérer la lumière. Hein, il y a ce joli rayon laser. La vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Maintenant, si j'ajoute ma vitesse, il est toujours 300 000 km par seconde. C'est un fait fondamental et il n'y a pas d'autre. C'est testé d'une façon telle que si on trouvait un jour que ce n'est pas vrai, il faudrait refaire toute la physique. Ce qui est possible, on a refait la physique. On n'a jamais refait toute la physique de cette façon-là, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour le moment, il n'y a aucune raison de le faire. Hein, il y a des gens qui aiment bien spéculer, vous savez, je pense qu'il y a... Non, je ne devrais pas dire ça. Je voulais dire qu'il y a trop de postes en physique, mais... Non, il n'y a pas assez de postes, il faut toujours se battre pour les postes. Cela dit, il y a des gens qui, au lieu de faire du travail sérieux, s'occupent à imaginer des choses qui... Bon. Mais je ne suis pas venu ici pour dire des méchancetés sur mes collègues, surtout ce n'est pas les collègues de l'IAP. Les collègues de l'IAP sont très sérieux, ils ne s'occupent pas de ce genre de choses. Ceux qui s'occupent de ce genre de choses, ils sont partis dans d'autres labos de la région parisienne, donc on ne les a pas chassés. Hein, il y a la liberté de la recherche, mais ils sont partis. L'atmosphère sérieuse ne se prêtait pas à leur recherche, je crois. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce fait de physique? On dit d'un côté, la lumière, on ne peut pas la ralentir. D'autre part, on dit vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière, donc la lumière arrive à l'infini et elle a une vitesse zéro, elle ralentit. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est vrai que ça ne colle pas. C'est vrai qu'un trou noir newtonien, ou un corps sombre newtonien, ça n'existe vraiment pas. C'est pas cohérent. Le trou noir est un objet relativiste. Purement relativiste, c'est la gravitation pure et la gravitation relativiste pure. Alors, hélas, pour l'expliquer, on a besoin de la théorie d'Einstein. Alors, je ne dis pas sortez vos cahiers, on va faire maintenant la théorie d'Einstein. Je vais
voilà, je vais sauter d'abord. Je vais faire un Einstein simplifié. Enfin, très simplifié, vous voyez. Mais on peut toujours deviner que c'est Einstein. Alors, tout a commencé plus tôt, j'aurais dû changer l'ordre, avec un astronome encore, parce que les astronomes ont joué un rôle très important dans la physique et l'astrophysique des trous noirs. Dans l'astrophysique, c'est normal, mais dans la physique et les mathématiques des trous noirs, il y avait un certain Karl Schwarzschild, astronome allemand, un des plus grands astronomes du XIXe siècle. Il est mort pendant la Première Guerre mondiale. C'était un génie de calcul, à part être un homme extrêmement brillant en tant qu'astronome, observateur et théoricien. Et il était sur le front russe, la Première Guerre mondiale, hein, attention, c'est pas la même chose que la deuxième. Et il calculait les trajets pour l'artillerie, et comme il calculait très vite, il a vu l'article d'Einstein sur la théorie générale de relativité. Il s'est dit, tiens, il y a les équations, mais il n'y a pas de solution. Et il a trouvé la première solution. Et la première solution, c'était un trou noir. C'est la solution de Schwarzschild, très fameuse, a été trouvée en 1916 par ce monsieur-là, Karl Schwarzschild, et c'était la première solution exacte des équations d'Einstein. Parce qu'il y avait des équations qui étaient approchées. Ce n'était pas vraiment des solutions strictement... du point de vue mathématique, c'était pas des... c'est notre directeur, hein, c'est pour ça que j'ai fait les signes. On est comme ça à l'IAP, on est gentil avec la direction, et elle est gentille avec nous aussi. Et donc, il a trouvé cette solution, la première solution exacte. Il se trouve que c'est la solution qui représente le trou noir. Pour comprendre que c'est un trou noir, on a mis du temps. Hélas, Karl Schwarzschild est mort juste après, quelques mois plus tard, après la publication. C'est Einstein qui a présenté sa solution à une réunion de l'Académie prussienne à Berlin. Il est mort C'était la guerre, mais il n'est pas du tout mort à cause de la guerre. Il a attrapé une maladie auto-immunitaire et il est mort à l'hôpital. Il a eu encore, avant de mourir, le temps de produire un article sur l'effet Zeeman, c'est un effet quantique. Il a expliqué que c'est un effet quantique avant l'invention de la mécanique quantique. C'était vraiment un génie. Il est mort trop tôt. Bon, alors ça, c'était Einstein, on a déjà dit. Alors, comment mettre en accord ces deux faits que... D'abord, ce qu'a trouvé Schwarzschild, vraiment, c'est un objet sphérique. Hein, c'est pour ça que c'était la première solution exacte des équations d'Einstein, parce que plus la solution est simple, plus il est facile de la trouver. Donc, symétrie sphérique, hein, vous prenez un point matériel, et puis tout est sphérique, ça dépend seulement d'une coordonnée, du rayon, hein, parce que tout est la même chose dans toutes les directions. Donc, il a trouvé l'objet qui était un trou noir, mais comment l'expliquer, comment le comprendre comme ça, vraiment? Ce monsieur n'aime pas mon cours, il fait toujours comme ça. C'est vraiment si mauvais que ça? Non, j'ai compris. La première fois, j'étais inquiet. La deuxième fois, je me suis dit, c'est pas possible. Tout le monde rigole et il fait comme ça. Mais non, c'est que l'autre, il me voit pas. Très bien. Bon, donc, ce qu'a changé Einstein, et je m'excuse, pour ça, ça doit être, je crois, contraire à la loi. Tu me dénonces pas. Qu'est-ce que c'est? J'aurais dû le masquer. Donc, la matière et l'énergie, c'est la même chose, d'après Einstein. Elle courbe l'espace. En fait, elle courbe l'espace-temps, hein, pour être plus complet. Elle courbe et l'espace et le temps, d'une certaine façon. Ce qui fait que les rayons lumineux, vous voyez ici, une étoile, l'étoile est là, mais comme l'espace-temps, l'espace est courbe, ce rayon aura un trajet qui n'est pas rectiligne,
Et l'observateur ici va penser que la position de l'étoile est là. Donc, cet effet-là, le fait que la gravitation agit, déforme, ou structure, parce qu'elle ne déforme pas, il ne faut pas non plus. On imagine, oui, que l'espace-temps est plat, on y met quelque chose, ça déforme. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les corps sont là, donc il n'y a pas d'espace dans lequel on met quelque chose. Mais bon, on peut voir ça comme ça. Et aussi, il faut faire très attention, parce que notre terminologie, on dit l'espace est plat. Et je me rappelle notre ami François Boucher, qui va faire une conférence sur Planck, donnait une fois une interview pour la je sais plus laquelle chaîne de télévision, et c'était après la découverte, je sais plus par Kobe, non pas par Kobe, par WMAP ou un autre satellite, que l'espace, notre espace physique dans l'univers est plate. Et ils sont restés, ils étaient dans le bureau à côté à l'époque, ils sont restés des heures, et puis ils sont partis, et puis ils sont revenus. Et là, je demandais à François qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, parce qu'ils avaient déjà fait le programme, et puis ils m'ont appelé pour dire, on a bien compris, l'espace, c'est comme une crêpe. Mais le journaliste dit, mais je ne comprends pas, si c'est comme une crêpe, la troisième dimension, elle vient d'où? Donc, c'est pas plat, c'est pas dans le sens plat comme une crêpe, c'est plat dans le sens que c'est dans le sens que si vous prenez deux parallèles, elles se croisent jamais. Dans l'espace, hein, c'est pas plat comme une crêpe. Je tiens à le dire parce que si un journaliste scientifique de la télé a cru ça, et ils sont très bien éduqués, comme vous savez, non, je dis éduqués en physique, donc s'ils avaient compris ça, il faut bien dire plat, c'est pas plat dans ce sens-là. C'est non courbe, voilà. Une crêpe d'ailleurs peut être courbe. Et donc, ça c'était le principe, ça c'est, disons, la réalité. D'ailleurs, c'est comme ça que Einstein est devenu quelqu'un de très fameux, c'est que juste après la Première Guerre mondiale, le fameux astronome anglais Sir Arthur Eddington est allé en Afrique, en Amérique du Sud pour observer le Soleil pendant une éclipse. Et, parce que s'il n'y a pas d'éclipse, on ne peut pas voir les étoiles derrière le Soleil, il a mesuré la position des étoiles derrière le Soleil pendant une éclipse et a comparé avec les positions bien connues de ces étoiles quand le Soleil était de l'autre côté, observé normalement comme on fait en astronomie pendant la nuit. Et ça ne collait pas. Et ça ne collait pas d'un décalage qui était exactement celui qui était prévu par la théorie d'Einstein. Donc, ça a été publié dans les journaux. Je pense qu'après la Première Guerre mondiale, les gens avaient marre d'autres serveurs. Donc, il est devenu une célébrité grâce à cet effet-là. Alors, il y a des collègues qui sont devenus célèbres, pas aussi, mais l'effet de l'antigravitationnel est une grande spécialité de l'IAP, avec notre collègue Yannick Mélier, qui est un énorme spécialiste de ça, et on a ici vraiment les meilleurs spécialistes au monde, je n'exagère pas, des observations des lentilles gravitationnelles, parce que, vu la symétrie d'un objet c'est celui-là qui fait la lentille, on peut même trouver non seulement des images multiples, mais aussi des effets des arcs. Et bon, je ne vais pas en parler, mais il y a toute une géométrie gravitationnelle qui sert à tester la structure de l'univers. Ce n'est pas le sujet de ma conférence, enfin j'espère. Non, je n'ai pas perdu la mémoire. Voilà, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Vous voyez comme si c'était quatre quasars. En fait, ce n'est qu'un. C'est une image d'un quasar qui est derrière une galaxie. Bon. J'ai mis ici une remarque philosophique. Et donc,
je reviens à la définition du trou noir. C'est une définition que vous pouvez trouver dans les encyclopédies. L'intérieur du trou noir est coupé du reste de l'univers par sa gravitation. Et donc, puisque la gravitation est toujours attirante, tout peut rentrer, rien ne peut sortir. Mais il y a toujours ce problème, comment elle fait pour ne pas pouvoir sortir? On ne peut pas la ralentir. Alors, là, la réponse, bon, ça c'est juste encore, avant d'essayer, pas d'expliquer, mais de donner une image, ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un trou noir, c'est juste pour, c'est une image bien connue qui montre que quand on, c'est les propriétés d'un trou noir, vous pouvez y mettre n'importe ce que vous voulez, tout va rentrer dans le trou noir. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un trou noir qui va nous aspirer. Non, il faut jeter vers le trou noir sur la bonne orbite pour tomber dans le trou noir. Le trou noir, c'est un corps céleste comme tout autre. C'est tout près du corps que ça change. Par exemple, si vous comparez au Soleil, il y a des comètes qui passent dans le système solaire, elles font le tour du Soleil et puis elles repartent. Vous lancez des comètes vers un trou noir, elles peuvent faire aussi le tour du trou noir et repartir. Ça dépend de la distance du périboron, je crois dire, enfin du périastron, mais il y a des gens qui ont inventé un mot pour le trou noir. Ça dépend ce qu'on appelle du paramètre d'impact, mais ça ne veut pas dire que si vous lancez quelque chose dans un trou noir, ça va être vraiment avalé. Il y a des comètes qui tombent dans le Soleil, sur le Soleil, je dirais pas dans. Je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ça ne doit pas être très, très amusant. Des comètes qui tombent, ou des chaises, des tabourets, des postes de télé, etc., elles tombent, tout ce qui tombe dans le trou noir n'en ressort jamais et devient invisible. Et en fait, il y a un théorème mathématique qui prouve qu'un trou noir ne peut avoir qu'une masse, une charge électrique, et ce qu'on appelle le moment angulaire, c'est-à-dire une quantité de rotation. Rien d'autre. Donc si vous lancez la télé ou le tabouret, vous pouvez lancer n'importe quoi, vous ne pouvez pas savoir que vous avez lancé un tabouret si vous n'avez pas fait de photos, si vous ne l'avez pas filmé. Bon, il est vrai que si vous lancez un tabouret dans le Soleil, l'information aussi va se perdre, mais le Soleil est défini, vous pouvez regarder le Soleil, il a une certaine couleur, il a un certain spectre. Spectre, ça veut dire une distribution de la lumière avec la longueur d'onde. Il a certaines individualités. Vous regardez le Soleil, vous regardez, je ne sais pas, Alpha Centauri, vous savez que ce n'est pas la même chose. Bon, ils n'ont pas la même masse, mais vous regardez le Soleil et une autre étoile qui a la même masse, elles ne sont pas les mêmes. Deux trous noirs de la même masse et la quantité de rotation. La charge électrique, il n'y en a pas dans les trous noirs astrophysiques parce qu'il y a tant de plasma dans l'univers que s'il y a une charge, elle attire les charges opposées et ça se neutralise. Et donc, si vous voyez deux trous noirs de la même masse et de la même quantité de mouvement, elles sont les mêmes. Enfin, le trou noir, entre nous, je ne devrais pas le dire parce que je fais une correction sur le trou noir, en tant qu'objet, c'est pas très intéressant. Il n'a que la masse et la quantité de rotation. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? C'est pour ça que j'étais un peu étonné par ce qu'avait dit Daniel, que je faisais, quand je m'occupais des trous noirs, les trous noirs mathématiques, je faisais des choses sérieuses et maintenant je fais, je ne sais pas, il n'a pas dit pas sérieuses, mais quand je fais de l'astrophysique, je pense que maintenant je fais des choses sérieuses parce que ce qui est plus individuel, c'est ce qui se trouve autour des trous noirs. J'en parlerai dans un moment. Bon, alors je répète. Pour passer à l'essentiel, ceux qui ne connaissent pas cette conférence vont être un peu surpris parce que ça paraît très sérieux, ça va être aussi sérieux mais un peu bizarre. Vous voyez, ça c'est
C'est des images de calcul numérique par mes collègues, par mes anciens collègues, en fait, sont toujours des collègues de Meudon. Et ce qui est important, que l'espace-temps peut être non seulement déformé, mais aussi peut être en expansion, en contraction et en rotation. Ce n'est pas une substance. Il ne faut pas penser que l'espace ou l'espace-temps est une substance. Cela dit, c'est un objet dynamique. Or, à l'extérieur d'un trou noir, l'espace-temps, surtout quand on s'éloigne du trou noir, est un espace-temps statique. C'est-à-dire on peut mesurer deux distances, elles ne changent pas. Si, j'imagine qu'on on a des échelles assez petites pour que l'expansion de l'univers ne se fasse pas sentir. Donc, à l'extérieur du trou noir, c'est un espace-temps statique d'un ennui terrible. Par contre, à l'intérieur, c'est différent. Mais si vous voulez vraiment l'observer, vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas revenir. Voilà. Alors ça, c'est comment on peut imaginer. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collègue qui s'appelle William Unruh. Il est canadien, comme Hubert. Et c'est pour ça que j'ai mis Niagara, parce que lui, il avait ça avec une rivière, mais bon, comme il est canadien, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, on imagine une rivière. Elle s'appelle comment d'ailleurs cette rivière? Je ne me rappelle plus. Bon, la rivière qui elle s'appelle peut-être Niagara. Hein, oui. Niagara Falls, ça veut dire, oui, ça veut dire les chutes de Niagara. La rivière s'appelle Niagara, évidemment. Donc, c'est Niagara. Et donc, ici il y a les chutes, il y a les fameuses chutes. Je ne sais pas si vous avez... Ça vaut vraiment le voyage. Hein. Mais, donc, on voit ici que le courant est faible, puis évidemment la vitesse du courant augmente, et après, c'est la chute. Alors, imaginons que dans le Niagara, il y a des... Comme l'a fait Bill Unruh, qu'il y a des poissons lumière. C'est-à-dire, c'est des poissons qui ont une vitesse qui correspond aux photons. Hein. C'est des poissons qui ont une vitesse... la vitesse la plus grande, et on ne peut pas la dépasser. Et donc il flotte dans Niagara, et puis ici quelque part, disons ici, hein, j'aurais dû le marquer, ici, la vitesse du courant devient supérieure à la vitesse du poisson lumière, à la vitesse de la lumière du poisson. Alors ici, les poissons, bon, ils font ce qu'ils font, ce que font les poissons. Et puis, celui-là, on voit à sa tête, hein, enfin ils ont tous la même tête, mais bon. On voit à sa tête qu'il voudrait repartir voir ses copains. C'est terminé. Le courant l'entraîne. Il n'a pas de vitesse, sa vitesse maximale est inférieure à la vitesse du courant. Et ça, c'est les autres qui sont là, ils tombent et ils s'écrasent. Bon, ils s'écrasent quelque part. Dans le cas de Niagara, je ne sais pas sur quoi ils s'écrasaient. Dans le cas des trous noirs, c'est le plus grand problème, enfin pas le plus grand, mais c'est un très grand problème. À l'intérieur d'un trou noir, il y a quelque chose qu'on appelle une singularité. Je ne vais pas en parler parce qu'elle est comment couverte par je vais en parler tout de suite, par l'horizon. Mais c'est là où les équations d'Einstein ne s'appliquent plus. Mais c'est à l'intérieur du trou noir. Et donc, ce qui se passe dans un trou noir, voilà, je savais que ça manque, je n'ai pas répété, voilà, donc, oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une vision plus, comment dirais-je, plus scientifique. Bon, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que ça représente, mais ça représente une coupure dans l'espace qui représente un trou noir. Alors, ici, il est dit honnêtement qu'il y a une singularité. Et l'horizon, au-dessous de l'horizon, l'espace s'effondre. L'espace s'effondre et il n'y a pas de repos possible. Et pour la même raison que les
poissons-lumière ne peuvent pas sortir parce que la rivière les entraîne. Les photons la lumière ne veut pas sortir du trou noir. L'analogie est presque parfaite. Hein. Il y a même des modèles, il y a des gens, d'ailleurs, Unruh est parmi eux, qui font des modèles, pour d'autres raisons, des modèles de trous noirs, ce qu'on appelle acoustiques, où il y a aussi un modèle de trou noir de rivière. C'est très mathématique et c'est extrêmement intéressant. Alors là, j'ai trouvé ça, évidemment, on trouve tout sur Internet. C'est une hypothèse que la nature a horreur des singularités, et donc toutes les singularités dans l'univers sont couvertes par un horizon. C'est une hypothèse, hein, c'est l'hypothèse du grand mathématicien anglais Penrose, mais elle n'a jamais été prouvée. Elle a été prouvée dans des cas qui ne sont pas assez généraux. Il y a une singularité qui n'est pas couverte par un horizon, c'est pas une singularité dans un trou noir, c'est la singularité du Big Bang. Mais bon, c'est pas le même problème mathématiquement. On ne sait toujours pas. Si les singularités étaient visibles, ça poserait des problèmes énormes. Des problèmes énormes parce que dans l'espace-temps où il y a des singularités, c'est pas un trou noir, mais qui remplace les trous noirs, on pourrait aller dans le passé, se rencontrer soi-même. Le fameux problème, on peut aller dans le passé, tuer son père, même si on l'aimait, mais c'est juste pour une expérience scientifique. Et si on a tué son père, comment on peut être né, etc. Donc, on n'aime pas en physique ce genre de choses. Et on espère que la singularité n'apparaisse pas. Parce que si on prouve, et on pourrait le faire, on prouve l'existence d'une singularité, on aura vraiment des problèmes. On ne pourra pas dire non, bon, d'accord, c'est une mauvaise approximation. Donc, c'est une hypothèse, et espérant qu'elle soit correcte. Bon. Alors maintenant, pour terminer, il faut parler d'où viennent les trous noirs. Parce que maintenant, j'ai terminé la partie sérieuse dans la nomenclature de Daniel, et maintenant je passe à des choses moins sérieuses, c'est-à-dire l'astrophysique. Si il y a un astrophysicien là-bas qui a protesté, bon, il a raison, l'astrophysique c'est vraiment sérieux. Donc, les trous noirs, d'où viennent les trous noirs? Alors, il y a deux problèmes sur les trous noirs, j'en parlais cependant. Il y a l'origine des trous noirs qui sont peu massifs. Peu massifs, ça veut dire de masse stellaire. Soleil, comme le Soleil, ou plus massif que le Soleil. Il y a aussi, comme j'ai dit au début, des trous noirs supermassifs. Et là, j'en dirai deux mots, mais on n'est toujours pas sûr comment ils sont formés. Comment on sait qu'ils n'étaient pas... Enfin, on pense qu'ils n'étaient pas là au début. Hein. Un trou noir de 10 milliards de masses solaires, il en existe. On n'a pas vraiment de preuves qu'il n'était pas là après le Big Bang, mais ça paraît, je dirais, peu probable. Par contre, les trous noirs de masse stellaire, ça, on connaît assez bien leur origine. Voilà le chemin qui mène à un trou noir. Il y a une nébuleuse, une étoile jaune qui se forme, puis c'est une étoile de type qui est sur la séquence principale, si ça vous dit quelque chose. Après, elle devient une supergéante rouge. Son cœur, elle termine de brûler ce qu'elle brûlait, ça veut dire jusqu'au fer, dans les réactions thermonucléaires, et puis après le fer, c'est terminé, on ne peut plus, le fer est stable. Elle a déjà un cœur qui est bien formé, une énorme enveloppe, et puis le cœur s'effondre, et il y a une explosion de supernova. Attention, ce n'est pas une supernova de type 1A. Parce que maintenant, tout le monde parle des supernovae de type 1A, c'est qu'ils permettent de détecter l'accélération de l'univers. Ces bêtes-là, c'est des bêtes totalement différentes. Les supernovas de type 1A, ça n'a rien à voir avec les trous noirs, ni avec les étoiles de neutrons. C'est une naine blanche
qui accrète de la matière et qui explose et qui ne laisse pas de traces. Donc, je dis ça parce que toutes les autres supernovae sont de ce type-là. Les supernovae dites de type 1A sont différentes. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et là, il y a deux possibilités. Ça dépend de la masse de l'étoile, plus que de la masse du cœur d'ailleurs. Ce qui reste après l'explosion de supernova est soit un trou noir, soit une étoile à neutrons. Alors, comment détecter un trou noir, justement? Pourquoi? Alors, la façon de détecter les trous noirs est liée à ce problème de savoir si la supernova forme un trou noir ou une étoile à neutrons. Alors, un des principes de détection des trous noirs est très simple. Quand on tombe sur un trou noir, comme la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière, j'ai dit que ce n'est pas la vitesse de la libération, mais l'énergie qui correspond à la surface du trou noir est une énergie infinie. Donc si on tombe sur un trou noir, pour échapper, il faut avoir une énergie infinie. Pour échapper du voisinage, il faut avoir une énergie énorme. Maintenant, si on tombe sur un trou noir, on dégage aussi une énergie énorme, à condition de pouvoir la dégager, de l'arrêter quelque part. Parce que si on fait tomber de la matière dans un trou noir, elle peut avoir une énergie énorme, mais elle est perdue dans le trou noir. Donc il faut que la matière, par exemple un nuage de gaz, un disque, perde de l'énergie, rayonne son énergie gravitationnelle avant d'arriver dans le trou noir. Mais avant d'arriver dans le trou noir, on peut libérer une énorme quantité de l'énergie de masse. Ce processus de chute sur un objet céleste, pas nécessairement étoile à neutrons, trou noir, s'appelle accrétion. Alors voilà les objets où on trouve les trous noirs d'une façon, comment dirais-je, dirais pas récurrente, mais on les trouve souvent. Ce sont des binaires X serrés. Alors, je ne veux pas expliquer toutes ces histoires. Ce qui nous intéresse, c'est le trou noir ici. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est un système binaire, et lui, il obéit, ces deux corps, il obéit aux lois de Kepler. Comme les planètes autour du Soleil, il obéit aux lois de Kepler. Et en utilisant des lois de Kepler, on peut déterminer, c'est-à-dire en pratique, en observant ce corps-là, son mouvement, on peut déterminer la masse de l'objet compact. J'ai mis tout ça parce que c'est pas facile souvent de voir dans ces objets, parce que, à part la chose qui nous intéresse vraiment, le trou noir, il y a des accrétions, il y a un jet, il y a un vent, il y a une tache chaude. Dans le cas idéal, on aimerait se débarrasser de ça. Moi pas, parce que c'est un des sujets de ma recherche, mais si on veut trouver les trous noirs, on aimerait bien se débarrasser. Alors, il y a des systèmes dans lesquels ces contributions-là sont vraiment peu visibles. Bon, oui, trou noir, oui, étoile à neutrons, d'accord. Alors, d'abord, on peut éliminer, on peut dire, voilà, il y a une source X, une source d'énergie, est-ce que c'est un trou noir ou une étoile à neutrons? Alors, je crois que ça ne va pas marcher, parce que je n'ai pas retrouvé ce film. Non, il ne marche pas, tant pis. Donc, un sursaut gamma, un sursaut X, pardon, il ne faut pas confondre avec sursaut gamma, je viens de le faire. Un sursaut X apparaît quand la matière s'accumule sur la surface du trou noir, la surface d'une étoile à neutrons, et après une certaine accumulation, il y a une explosion. C'est une explosion thermonucléaire. Les explosions thermonucléaires sont naturelles, contrairement à ce que pensent certains. Et ça se voit en X, comme un sursaut. Et donc, qui dit surface, accumulation à la surface, ne peut pas parler de trou noir. C'est un corps avec une surface, et donc ce n'est pas un trou noir. Autre cas, c'est quand il y a un signal périodique.
Les pulsars sont des étoiles à neutrons. Il y a un champ magnétique. Qui dit champ magnétique dit pas trou noir. Donc, ce genre de configuration où il y a cet effet de phare par émission radio, X, gamma, etc., n'est pas possible quand il y a un trou noir. Donc, quand on voit une source compacte, toute petite, qui pourrait être un trou noir, si on voit des pulsations régulières, mais très régulières, ça ne peut pas être un trou noir. Bon, il y avait le pulsar binaire, mais il n'a pas marché. Alors, comment faire la différence avec une étoile à neutrons qui ne montre ni sursaut X, ni pulsation? Il en existe beaucoup. Quand une étoile à neutrons accrète, apparemment le verbe accréter n'existe pas, mais je l'utilise comme tout le monde, accrète de la matière à un taux trop élevé, cela supprime les explosions thermonucléaires, il n'y aura pas de sursaut. Si le champ magnétique à la surface d'une étoile à neutrons est trop faible, il n'y aura pas de pulsation. Donc, comment faire la différence entre des étoiles à neutrons qui ressemblent beaucoup à des trous noirs, mais ne montrent pas de signature claire de trous noirs? Eh bien, ce qui nous aide, c'est la physique fondamentale qui nous dit que la masse maximale d'une étoile à neutrons ne peut être qu'une étoile à neutrons ne peut pas être plus massive que 3 masses solaires. 3 masses du Soleil, 3 fois la masse du Soleil, comme a mis l'éditeur dans mon livre, c'est correct, 3 fois la masse du Soleil. Si on trouve un corps compact qui a une masse supérieure à cette valeur-là, ça ne peut pas être une étoile à neutrons. Donc, d'une certaine façon, par élimination, ça ne peut être qu'un trou noir, à moins de trouver d'autres corps qui ne seraient pas composés de matière normale, parce que cette masse maximale s'applique à tous les corps qui sont composés de matière normale, la matière que l'on connaît dans notre laboratoire. Alors évidemment, maintenant, il y a des spéculations sur l'existence de matière, machin et autres, etc. Je dis tout de suite que ceux de vous qui entendez parler des étoiles étranges ou des étoiles à quarks, celle-là, c'est une spéculation, mais c'est une spéculation à l'intérieur de la physique normale du laboratoire. Elles ont une masse maximale qui est de 2 fois la masse du solaire, donc elles ne sont pas des concurrentes. Donc, toute la matière normale ne peut pas composer de corps autogravitants, compacts, plus massifs que 3 masses solaires. Donc, on se dit, tout ce qui est plus massif que 3 masses solaires, ça doit être un trou noir. Alors vous voyez ici, ça c'est 3 masses solaires, où il y a, c'est 3,14 d'après certains, c'est dans 3 masses solaires. Donc vous avez à gauche, pour des masses inférieures, il y a des systèmes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des systèmes dans lesquels l'existence d'une étoile à neutrons est confirmée, par sursaut, par pulsation. Tout ça, c'est des pulsars. Et là, c'est des masses. Vous voyez, ça c'est des erreurs parce que ça dépend beaucoup des modèles. Bon, il y a des systèmes où c'est plus simple, où on connaît mieux la masse. Tous ces systèmes, sauf celui-là, mais il n'a pas vraiment une masse déterminée pour le moment, ont des masses supérieures à 3 masses solaires. Il y en a qui sont vraiment très massives, 10 masses solaires. Le GRS, celui-là, il doit être 12 ou plus. Et donc, on les appelle parfois candidats trous noirs, mais à ma connaissance, ils sont candidats à rien du tout. Ce sont des trous noirs, à moins de prouver le contraire. Alors, le contraire, ça serait par exemple de trouver un sursaut X sur une de ces bestioles-là. Ou les voir tout d'un coup à se mettre à faire des pulsars. Ça n'est jamais arrivé. Donc, voilà une méthode de détecter les trous noirs. Maintenant, ça c'est les trous noirs de masse stellaire. Maintenant, ça c'est un nouveau transparent, tout à fait nouveau, parce que vous voyez la date est 2009, donc ça peut être recyclé. Il y avait une grande question, et elle existe toujours. On connaît les trous noirs dans les systèmes binaires, donc les trous noirs de masse stellaire.
On connaît les trous noirs dans les noyaux de galaxies qui ont des masses supérieures à 1 million de masses solaires. Bon, il y a Daniel ici qui a trouvé un ou deux cas où c'est un peu au-dessous, c'est au-dessous d'un million, mais bon, c'est proche du million. Et où sont passés tous les trous noirs, dont on pense qu'ils auraient dû exister, qui ont des masses de quelques centaines, quelques milliers, 10 000 masses solaires. On ne les trouve pas. Il y a plusieurs cas où on suspectait que l'objet qu'on observait en X est un trou noir de masse intermédiaire. C'est intermédiaire entre stellaire et supermassif. Et ce n'est que récemment que l'équipe de Didier Beret du CESR à Toulouse qui a trouvé un cas qui a résisté à toutes les critiques. Et non seulement il a résisté, mais il a été confirmé après par d'autres observations. Alors c'est un objet qui s'appelle HLX1 dans la galaxie ESO 243-49. Et c'est ce machin-là. Alors attention, ça c'est une image en optique, ça c'est une image en X. Il faut pas. On a mélangé ici les domaines d'énergie. Ce système-là n'est pas visible, n'était pas visible jusqu'à récemment, jusqu'à la magnitude 24, je crois. Et puis, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais je crois qu'on a. Il y a des rumeurs qu'on a trouvé à l'emplacement justement de ça un amas globulaire. Donc cet objet-là serait dans un amas globulaire. C'est très bizarre, mais d'autre part, bon, c'est vraiment tout nouveau et c'est peut-être le départ, parce que c'est souvent comme ça en astronomie. On cherche, on ne voit pas, puis on trouve, et puis après on en trouve des dizaines. Enfin, des dizaines, mais beaucoup. Daniel, qui est un observateur, il peut le confirmer. Bon. Et donc, maintenant, je passe au supermassif. Alors, le plus connu et le plus proche de nous est dans le centre de notre galaxie. Alors ça, c'est une image du centre de la galaxie. Le Naos Conica, c'est pour le ça, c'est pas du Naos Conica, je crois. Et bon, donc ici, il y a un centre de galaxie, de notre galaxie. C'est vraiment le centre de notre galaxie. Et là, on ne voit pas l'objet, mais ce qui est vraiment une des observations les plus spectaculaires, c'est que là où il y a le point, la croix rouge correspond là-bas aux deux étoiles, donc c'est le centre de la galaxie. Nous savons que c'est le centre de la galaxie parce que c'est une source radio qui s'appelle Sagittarius A étoile, ça c'est le nom de la source radio, et avec l'interférométrie radio, on peut déterminer la position de cette source d'une façon extrêmement précise. Donc c'est le centre de notre galaxie. Et autour de ce centre de notre galaxie, est-ce qu'elle est là, la souris? Bon, il ne veut pas. Si. On voit, c'est un amas d'étoiles qui fait le tour du centre. Et c'est vraiment spectaculaire. Ça, ça a disparu, une Naos Conica, mais Naos, c'est un instrument d'optique adaptative qui a été créé en France. Et Konica, c'est une caméra allemande, donc c'est une collaboration franco-allemande. Et vous voyez ici, ça c'est assez ancien, c'est 2006, donc c'est il y a 3 ans. Je dis c'est assez ancien parce que vous voyez, il y a les trajectoires des étoiles. Il y a cette étoile-là qui est appelée S2, qui fait le tour du centre, sa période orbitale est de 15 ans. Donc je crois que l'année prochaine, elle aura fait le tour. Donc on a des étoiles, bon, il y a des étoiles qui sont... Il y a celle qui a eu un péri-boron, ou je ne sais pas comment on l'appelle, elle est arrivée à quelques milliers de rayons de la surface du trou noir. Elle est repartie, la preuve, c'est un peu comme les comètes. Elle n'a pas été avalée. Et ce qui est... Bon, d'abord, d'après le mouvement de ces étoiles, on peut déterminer la masse de l'objet central,
qui est 3 millions de masses solaires. Et bientôt, on pourra déterminer les effets relativistes dans le mouvement de ces étoiles. Les mêmes effets, ce n'est pas les effets dus à la présence du trou noir, c'est les mêmes effets qu'on observe dans le système solaire. Quand on observe le Mercure, tout le monde le sait, c'est une des grandes découvertes de la relativité générale. Pourquoi le périhélium de Mercure ne reste pas en place. Mais on pourra voir, pas tout de suite, mais encore, disons pour les jeunes, 10 ans, 15 ans, on pourra voir vraiment des effets relativistes. Pour quelqu'un qui se rappelle des débuts de ce genre d'astrophysique, c'est incroyable. Et c'est bien que ce soit un effort, grâce aussi à un effort français. Alors, c'est juste un dessin qui montre les diverses, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il fait un peu tard, mais c'est les diverses contraintes sur ce que... Parce que la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment un trou noir? Ici, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de pulsar, il n'y a pas de sursaut X. C'est un gros machin. Gros, ça veut dire il est massif. Et il n'y a pas d'objet... il n'y a pas d'objet matériel qui pourrait être dans la concurrence connue. Donc, ça aurait pu être un... bon, ici, il y a des choses qui sont inventées par des physiciens qui ont beaucoup d'imagination. Mais ici, par exemple, ça pourrait être un amas. Mais le trou noir se trouve dans cette boîte-là. Donc ça pourrait être, si on veut encore, il y a un concurrent qui est une étoile à boson. Une étoile à boson, c'est quelque chose qui... On ne sait pas si ça existe, ça pourrait exister, c'est... Bon. Ça a été, d'ailleurs, les étoiles à boson ont été inventées par mon ami, qui est toujours d'ailleurs actif à Meudon, Silvano Bonazzola, il y a très très longtemps. Il était le premier, justement, un des premiers à créer un modèle d'étoile à boson, mais une étoile à boson avec cette masse-là, bon, je vous dis ça parce que il faudrait trouver qu'elles existent. Hein. Il n'y a aucune raison de croire qu'elles existent. Elles ont été inventées dans ce contexte-là pour avoir une forme de la matière noire. Bon, voilà. Et puis, là, il y a les noyaux de galaxies, des quasars, et là, il y a des sources. Il y a M31, tout le monde sait évidemment ce qu'est M31. Oui, je vois, oui. C'est ? Oui, voilà, très bien. Non, je voulais vérifier qui vient, parce que vous êtes venu pour Hubert Reeves, alors je pensais peut-être que vous n'avez jamais entendu parler d'astronomie, par exemple. Ça, c'est le meilleur test. Ben oui, quand des gens viennent m'écouter moi, je sais qu'ils viennent pour écouter l'astronomie et pas pour voir la personne. Mais pour Hubert, on ne sait jamais. Surtout quand on voit de belles jeunes filles. Donc. Bon, la question est de savoir est-ce qu'on pourra un jour voir les trous noirs dans ce sens-là. Ça, c'est une simulation faite par mon ami décédé, hélas, Jean-Alain Marc. Ce qu'on pourrait voir si on avait un appareil de photo idéal qui s'approche d'un trou noir entouré d'un disque. Il est entouré d'un disque. Hein. Ça n'a pas l'air d'un disque parce qu'il y a les effets de déflexion de la lumière qui font que l'on voit. C'est le même effet, mais beaucoup plus fort, ce que j'ai montré. L'étoile semble déplacer. Ici, il y a des rayons lumineux, par exemple, qui font le tour plusieurs fois du trou noir. Hein, par exemple, ceux-là. Bon, alors est-ce qu'on pourra voir? On ne pourra jamais voir ce genre de choses parce qu'il y a plein de saletés autour des trous noirs. Mais est-ce qu'on pourra au moins essayer de voir, justement, faire ça, c'est un petit film qu'il avait fait. Est-ce qu'on pourra faire un voyage vers le trou noir et l'observer comme ça? Alors,
Probablement on pourra le faire bientôt en radio. Il y avait un projet spatial qui s'appelait Maxime. Il s'appelait hélas parce que les projets spatiaux, ça arrive, puis après on trouve que ça coûte trop cher, bon, on n'a pas d'argent. Mais en principe, un jour, enfin je suis sûr qu'un jour ça va se faire, mais peut-être dans 50 ans. Et là, Maxime aurait pu voir par exemple le trou noir dans la galaxie M87, qui est dans l'amas de la Vierge. Et bon, ça c'est une simulation de l'image que pourrait voir Maxime. On pourrait faire de l'interférométrie en rayon X. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai appris, j'ai vu pour la première fois, j'ai entendu parler de ce projet il y a plus de 10 ans. Je suis rentré à Paris, j'ai rencontré Pierre Léna, un des pères de l'interférométrie. Je lui ai dit, tu sais, on va faire de l'interférométrie en X. Il a dit, oui, j'ai toujours dit ça, on ne me croyait pas. Bon, maintenant, et Pierre et moi, je pense je suis sûr qu'on le verra pas. Bon, donc, il y a d'autres méthodes, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais juste, pour terminer, parce qu'après, ce qui reste, c'est une autre chose, je veux parler de la coalescence des trous noirs. Parce que ça, j'ai dit qu'on ne connaît pas on ne connaît pas bien l'origine des trous noirs dans les centres, dans les noyaux des galaxies, parce qu'ils sont très gros, et on pense qu'ils ne sont pas nés très gros, donc ils ont pu devenir très gros soit en bouffant de la matière, on le sait hélas, c'est une façon qui est aussi accessible aux humains. Il y a une autre façon qui n'est pas accessible aux humains, c'est la coalescence. Il y a deux trous noirs qui se rencontrent, deux galaxies. On sait que les galaxies se rencontrent et il y a des coalescences de galaxies. Si dans les deux noyaux de galaxies il y a des trous noirs, ils finissent par se rencontrer. C'est pas aussi évident qu'on pense, mais ils finissent par se rencontrer et ils forment un système binaire, un trou noir double. Ce trou noir émet, comme tout système binaire, des ondes gravitationnelles, et donc les trous noirs se rapprochent, et puis forment un trou noir. Ça, on sait que quand on a deux trous noirs quand on a une coalescence de deux trous noirs, ils forment aussi un trou noir. Ce qu'on a trouvé récemment par calcul, c'est un effet extrêmement surprenant qui semble violer les lois de la physique, mais en fait il ne viole pas les lois de la physique, qui est lié à une propriété relativiste des trous noirs, que je mentionnerai brièvement. Je vais juste vous montrer une simulation numérique par nos collègues américains de la... Alors, pourquoi il ne veut pas? Ben écoutez, il ne veut pas. Pourtant quand j'avais essayé de le faire, il marchait. Il refuse. Ben il refuse, je peux rien lui faire. Parce qu'il réagit, mais il refuse. Ben écoutez, je peux vous décrire. C'est facile ce qu'il fait. Alors, non, il ne veut pas. Il y a les deux trous noirs. Bon, c'est rien de très spectaculaire. Ils se rapprochent, puis ils forment un trou noir. Et puis le trou noir fait ça. Il remonte. Il est éjecté du centre. Alors ceux qui connaissent un peu les lois de conservation, par exemple, de l'impulsion, du moment linéaire, c'est-à-dire que c'est pas possible. Il y a une symétrie, d'où vient le moment qui les éjecte. Or, c'est pas vraiment symétrique. Parce que c'est deux trous noirs. Pourquoi il ne va pas partir? C'est pas possible. La dernière fois. Bon. Excusez-moi. Ces deux trous noirs sont en rotation. Ils sont en rotation. Et, comme je dis, l'espace peut non seulement être en expansion ou en contraction, mais peut être aussi en rotation. Or,
ce n'est pas symétrique parce qu'il y a une rotation qui est dans un sens, l'autre dans l'autre, et quand ils se rencontrent, il y a cet effet-là, que je montre comme ça, qui donne, ça dépend du sens de rotation, qui leur donne de l'impulsion. Quand on regarde la conservation de l'impulsion, c'est la rotation de l'espace qui éjecte le trou noir. Alors ça veut dire que c'est des simulations numériques. C'est des simulations numériques. Il y a des petits problèmes, je dois avouer, avec la relativité générale et les lois de conservation, c'est un peu compliqué. Et avant de résoudre ça, il y a des astrophysiciens qui sont des gens sérieux, qui cherchent ce genre d'objet. Parce que si c'est vrai, c'est vrai, mais si ça arrive, quand il y a des galaxies qui se rencontrent, il devrait y avoir des trous noirs qui sont éjectés avec une partie du gaz entourant. Il y a maintenant des programmes de recherche de ce genre d'objet. Il y a même quelques candidats. Ça devrait être bizarre. Bon, c'est bien. Il y a des critères pour les trouver. Ça, c'est une photo, une image, pardon. Et ça, c'est une vision d'artiste. Cet œuf pourri. Enfin, ça peut être au plat avant, mais c'est pas. Mais donc, il y a un programme de recherche de ces objets-là, et je suis sûr qu'on les trouvera, parce que on sait que les galaxies qu'il y a des coalescences de galaxies, je ne sais pas comment on utilise ce verbe, et elles sont certainement en rotation. Il doit bien en avoir qui sont rencontrés comme ça, que ça a donné lieu à une éjection. Bon, et là, je voulais parler si on me pose des questions, si on m'oblige, je vais le faire, mais sinon, ça va être la fin. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à la salle maintenant pour écouter vos réactions et les questions que vous ne manquerez pas de poser à Jean-Pierre. Voilà. Bonsoir. Stephen Hawking ou Roger Penrose ont, semble-t-il, montré que le principe d'évaporation de trous noirs, est-ce que c'est un phénomène purement théorique aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des observations de cette évaporation? Et par ailleurs, si elle se produit, cette évaporation, peut-on imaginer que les substances qui en sortent, les particules, les substances diverses, les objets au sens large, peut-on imaginer que ces substances ont des propriétés ou peuvent avoir des propriétés différentes de celles de notre univers actuel, notamment est-ce que les constantes fondamentales liées à ces objets extraits des trous noirs par évaporation ont des propriétés différentes? Est-ce que, dans ce sens, les spéculations de Lise Moline disant que la création d'univers multiples provient de la maximisation de la présence de trous noirs dans un univers, est-ce que ces spéculations, vous y adhérez ou quelle est leur validité? D'accord. Ouais, c'est une très bonne question. Enfin, c'est deux questions. La première question, est-ce qu'il y a une évidence, est-ce qu'il y a des données observationnelles qui prouveraient l'existence des trous noirs en évaporation? La réponse est non. Il n'y a même aucune trace d'évidence observationnelle de l'évaporation des trous noirs. Astronomique. Il y a rien, il y a des prédictions qu'il y a certains trous noirs qui devraient s'évaporer maintenant. Parce que je n'ai pas parlé de l'évaporation, je devais en parler, mais je n'ai pas eu vraiment le temps. Les trous noirs, il y a des travaux, le fameux travaux de Hawking, qui ont fait un calcul qui est pas rigoureux, parce je souligne, il n'y a pas de théorie quantique de la gravitation. Donc c'est un calcul approché qui a des difficultés, disons, mathématiques et physiques fondamentales, mais c'est un calcul qui montre que les trous noirs devraient évaporer. D'ailleurs, j'avais même préparé quelque chose pour
pour le montrer, voilà, je ne vais pas expliquer, mais c'est un processus qui est calculé et qui a eu une énorme influence surtout sur la physique sur la physique fondamentale, entre autres sur la théorie des cordes, mais il n'y a aucune preuve observationnelle que ce processus existe. Il ne peut pas exister pour les trous noirs astrophysiques, parce que la température dépend de la masse, inversement de la masse et la température d'un trou noir qui a la masse du Soleil est, je ne sais plus combien, 10 moins, je sais pas, 10 moins 6 Kelvin. Donc un trou noir astrophysique, s'il est tout seul, etc., il va absorber le rayonnement primordial qui a une température de environ 3 Kelvin. Donc il n'y a aucune preuve. C'est un calcul théorique qui est par moments pourri, je dirais, très important, mais c'est pas de la physique pour le moment, c'est de la spéculation. Alors, vous savez peut-être qu'il y a ceux qui nous disent que dans le LHC, on pourra créer des mini-trous noirs, machin, s'il y a des dimensions supplémentaires, évidemment, etc. Il y avait même quelqu'un qui avait intenté, un Canadien, je crois, un Allemand, chimiste allemand, qui avait intenté un procès au CERN parce que il prétendait que si les trous noirs sont créés, ils vont aspirer, pas seulement le CERN, parce que là encore, bon, ça pourrait aller, il y a des physiciens de particules, donc ça va, mais il pourrait assurer tout le reste. Donc, on peut montrer que même, on a démontré que même s'il y a des dimensions supplémentaires et si on forme ce genre de trou noir, il ne va pas nous aspirer, donc on peut dormir tranquillement. S'il aspire, il vaut mieux dormir, ça c'est une autre affaire, mais je pense que ça n'aura pas lieu. Donc, voilà, la réponse est tout simplement non, et personne ne vous dira le contraire. La deuxième question, elle est facile à répondre. La réponse la plus simple serait je ne sais pas. C'est des spéculations. Encore une fois, il n'y a pas de théorie quantique de la gravitation. Et dans ce qui reste, dans cette singularité, certainement, on est à une échelle de Planck, c'est une échelle où la gravitation devrait être quantique. Donc, Lys Moline, qui est un gentil garçon, il peut écrire des livres et faire des conférences, mais il n'en sait pas plus que moi. Moi, je préfère m'occuper d'autre chose. Cela dit, c'est très respectable, mais c'est purement spéculatif. On sait que les lois connues, testées de la physique, ne s'appliquent plus dans cette singularité. Et maintenant, dans un processus qui est encore spéculatif, supposons qu'il y a cette évaporation, c'est vrai que cette évaporation, la grande question est de savoir qu'est-ce qui va en rester. L'information est perdue. Il y a eu cette histoire d'information, machin. Hawking a changé d'avis, ce qui a fait la une des journaux. Bon, ça valait pas la peine. Mais cela dit, la réponse honnête, et j'ai pas de raison d'être malhonnête, en tout cas pas devant vous, c'est on ne sait pas. Mais c'est très amusant de spéculer. Oui, juste un petit commentaire, parce que ce que tu écris là donne tout à fait les ordres de grandeur de l'évaporation. Pour avoir la désintégration d'un trou noir en un an, il faudrait qu'il pèse 10-67 fois la masse solaire. Donc ça veut dire quelque chose de très petit, hein. Ce serait très léger. Non, mais ça va complètement inobservable. Ça va comme le cube, hein. Donc oui, en plus. C'est un trou noir c'est une montagne terrestre. Hein. C'est ça. Pour qu'on les voit maintenant. Voilà. Non, il y avait tout un programme d'ailleurs. Parce on pense qu'il devrait s'évaporer on devrait voir comment dirais-je, je ne veux pas dire des sursauts gamma, mais des genres de sursauts gamma. Mais les sursauts gamma sont certainement pas ça. Est-ce qu'il y a une limite à la masse maximum des trous noirs ? Il n'y a pas de limite dans le sens où il y a une masse maximum pour une étoile à neutrons. Il n'y a pas de limite théorique. Il y a une limite, disons, astrophysique, mais qui n'est. Bon, on peut dire par exemple que
le sens de limite n'est pas le même. C'est pratique. Hein. On peut s'attendre que la masse limite d'un trou noir qui est dans le noyau d'une galaxie et la masse de la galaxie. Mais dans le sens fondamental, un trou noir, théoriquement, peut être aussi massif que vous voulez. Pardon ? Oui, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais j'ai dit, est-ce qu'on est à l'intérieur d'un trou noir ? Si on est dans quelque chose, à l'intérieur d'un trou noir, d'un trou blanc. Parce que j'ai dit, à l'intérieur d'un trou noir, l'espace est en contraction et c'est en expansion. Mais là, si vous permettez, ça nous amènerait un peu trop loin. Et c'est pas facile à expliquer sans faire des figures. Mais il n'y a pas de masse. Bon, si vous voulez me dire, s'il y a un trou noir qui est observé, certainement il n'a pas la masse de l'univers. Mais je comprends que vous voulez poser la question, est-ce que l'univers pourrait être un trou noir ? Non. Mais le trou noir peut avoir la masse de l'univers. La masse égale à la masse de l'univers. Mais il faudrait le mettre quelque part. S'il te plaît. Dans une photo que vous avez montrée, on a vu des jets qui étaient issus des pôles, je ne sais pas si c'est le bon terme, des pôles des trous noirs. Vous pouvez en parler Je peux certainement en parler. Je peux vous faire même une autre conférence si vous avez le temps, parce que il se trouve que c'est le sujet de ma recherche principale depuis plusieurs années, mais j'aurais pitié de vous. Donc je vais d'abord, les jets ne sortent pas du trou noir. Hein, elles sortent du voisinage du trou noir. Rien ne sort du trou noir et les jets ne sont pas une exception. Le problème de la formation des jets qui sortent en guillemets des trous noirs ou des étoiles jeunes, parce qu'on voit aussi des jets qui ont les mêmes propriétés, si on les voit quand je fais des conférences sur les jets, parce que j'en fais aussi, je montre des jets qui sortent sans montrer le sens, je montre tout simplement les jets tels qu'ils apparaissent, des étoiles jeunes et des radiogalaxies, on ne voit pas la différence, hein, si on ne connaît pas les vitesses. Parce que les jets qui sortent du voisinage de trou noir sont relativistes, les autres ne sont pas relativistes. Eh bien, on ne sait pas comment ils sont formés. Et j'ai honte de le dire parce qu'on se pose la question depuis au moins 40 ans. Quand j'étais encore étudiant, on se posait la question et on se pose... D'ailleurs, il y a des questions qu'on se posait à l'époque, qu'on se pose toujours. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le contexte des trous noirs, c'est un grand débat dans lequel, justement, je suis en train de prendre part. Est-ce que, comme on voit des jets partout, pratiquement presque partout où on voit rotation et accrétion, c'est le cas, hein, quand il y a un disque d'accrétion, comme j'ai montré, et à rotation, on voit toujours des jets. Non. Enfin, les jets sont liés à la rotation et à la rotation et à l'accrétion. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ça dépend du taux d'accrétion, et on sait que oui. Et maintenant, la rotation, est-ce que c'est uniquement la rotation de la matière autour du trou noir, ou est-ce que c'est la rotation du trou noir lui-même ? Parce que le trou noir peut être ralenti. Il peut être ralenti, on peut pas lui enlever sa masse, mais on peut lui enlever sa masse énergie qui est liée à la rotation, son énergie de rotation. On peut vraiment le ralentir par des couples magnétiques. Et il y a deux collègues anglais, Roger Blandford et Roman Znajek. Enfin, Roman Znajek, il est d'origine polonaise, mais il est bien anglais, qui avait proposé déjà dans les années 70, qui avait proposé un modèle qui s'appelle modèle de Blandford-Znajek, qui affirme que l'énergie des jets relativistes est tirée de la rotation du trou noir. Cela dit, moi je pense que
que c'est vrai. J'ai des arguments pour, hein, c'est pas ce que je crois, mais avec des collègues, on a produit des arguments pour dire que oui, bien que à mon avis, c'est pas le mécanisme qu'ils ont proposé qui le fait, mais c'est vraiment on utilise l'énergie de rotation du trou noir. Mais vous invitez des collègues, mais peut-être même avec qui vous dit mais non, ça n'a aucun sens. Évidemment que c'est pas le cas. Donc c'est une question ouverte, c'est une question extrêmement intéressante, évidemment, et fondamentale. Elle est difficile parce qu'il y a vraiment les plus grands parmi nous qui ont attaqué le problème, ils n'ont pas trouvé la solution. Donc, il faut vraiment être soit vieux, ou génial et ambitieux, ce qui est plus mon cas, pour s'attaquer à ce problème. Mais je connais des jeunes, mais ils ne sont pas des génies, mais bon, qui s'attaquent à ce problème. Ils sont courageux, et d'ailleurs, bon, ça... Bien, merci. Bon, s'il y a des génies dans la salle, parmi les petits, les jeunes, ils peuvent essayer quand même. Oui, bonsoir. Une réflexion de l'auditeur candide, mais pas naïf que je suis. Je voudrais savoir si aujourd'hui, en reprenant le fameux jeu de mots qui avait été émis à l'époque, trou noir... J'ai pas compris. Oui, je suis un auditeur plutôt candide dans ce domaine, mais je voulais savoir si, en reprenant le fameux jeu de mots, un trou noir est-il toujours aussi troublant aujourd'hui ? Sur le plan de la physique, est-ce qu'on a vraiment progressé ou est-ce que ça reste toujours aussi une singularité, comme vous l'avez dit tout à l'heure Non, d'abord, c'est pas une singularité. Je vous ai dit, la singularité, elle est bien cachée sous l'horizon. Alors, est-ce que c'est quelque chose de singulier Alors, ça dépend. Non, il y a... A-t-on avancé dans le domaine enfin, Non, mais les progrès depuis quand depuis Schwarzschild, depuis 1900... Oui, voilà, c'est sûr. 1916, oui, énorme, parce que justement, jusque dans les années 60... pour une raison très simple mathématique, on pensait que la surface, ce qu'on comprend maintenant être la surface du trou noir, est une singularité. Hein, parce que, ça sera un peu trop long à expliquer, mais les solutions des équations d'Einstein, on les exprime dans certains, on choisit des coordonnées pour décrire, parce qu'on décrit la géométrie de l'espace-temps. Hein, donc, on choisit des coordonnées et on choisit les plus simples parce qu'on veut résoudre les équations. C'est ce qu'a fait Schwarzschild. Et ces coordonnées sont très bien adaptées à la structure de l'espace-temps à l'extérieur. Et comme j'ai dit, il est statique. Donc, ça veut dire rien ne bouge. Et donc, quand on arrive à la limite de staticité, parce qu'à l'intérieur, tout s'effondre, les coordonnées ne sont plus adaptées. Et ça fait des infinités. Mais c'est un effet de coordonnées. C'est très bizarre, mais on s'est rendu. Il y a des gens qui avaient. On ne s'intéressait pas vraiment au trou noir. Quand j'avais l'âge justement de ces ambitieux, etc., les astronomes disaient les étoiles de neutrons et les trous noirs, tout ça c'est des inventions des physiciens théoriciens. Évidemment que ça ne peut pas créer. Même on savait qu'il y a la masse de Chandrasekhar, hein, que la masse limite c'est l'équivalent. La masse limite pour les étoiles à neutrons, c'est un peu l'équivalent, c'est pas exactement la même chose, mais c'est équivalent à la masse de Chandrasekhar. Donc, on savait qu'il y a cette masse, on savait que les étoiles évoluent, on savait qu'elles vont mourir, qu'elles n'auraient plus de source de chaleur, donc elles devront devenir des corps morts. Or, si la masse de Chandrasekhar est 1,4 fois masse du Soleil, une étoile plus massive, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va pas devenir une naine blanche, elle doit devenir quelque chose. Ce quelque chose pouvait être soit une étoile de neutrons, soit un trou noir. Or, mes collègues, beaucoup plus aînés, disaient non, les étoiles massives, elles perdent de la masse, ce qui est vrai, et elles perdent juste assez de masse pour que ce qui reste, le noyau final de l'étoile, ait une masse inférieure à la masse de Chandrasekhar. Donc, les trous noirs, les astronomes ne s'intéressaient pas aux trous noirs. Donc, les physiciens s'intéressaient aux trous noirs, mais s'intéressaient à beaucoup d'autres choses. Et c'est seulement, je pense, je suis sûr, il y avait deux découvertes qui ont été très importantes. Une, c'est la découverte des pulsars, qui ont prouvé l'existence des étoiles à neutrons. Donc, c'était pas formellement, ça n'avait rien à voir avec les trous noirs, mais psychologiquement, ça a beaucoup influencé. On dit voilà. On disait qu'il n'y a pas l'étoile à neutrons, c'est une fantaisie. Ils sont là. Donc peut-être aussi les trous noirs. Et puis ce qui a vraiment enfoncé le clou,
c'était la découverte des quasars. Alors ça aussi c'est intéressant, parce que, par exemple, si vous écoutez Suzy Collin, notre grande expert des quasars, etc., elle raconte comment pendant 20 ans, les astronomes, d'ailleurs toi tu es plus jeune, mais tu sais, se disputaient pour savoir est-ce que au centre des quasars il y a des trous noirs ou autre chose, machin. Les physiciens, parce que à l'époque je faisais partie des physiciens théoriciens, on n'avait pas de doute. Hein. Il y avait d'autres arguments contre les trous noirs. On savait que les arguments sont faux. Et moi, c'est seulement en écoutant Suzy, je suis devenu astrophysicien plus tard et pas dans le domaine au début des quasars, j'étais surpris de savoir qu'ils ont discuté pendant si longtemps. Donc, voilà. Donc, le progrès énorme, je dirais, le progrès essentiel, c'est les trous noirs sont devenus des objets astrophysiques. On mesure leur masse, on essaie de mesurer leur taux de rotation, c'est pas simple. Le progrès le plus grand qui a été fait dans les dernières années, c'est depuis 2002, je crois, c'est qu'on a enfin réussi à calculer numériquement, mais avant c'était impossible, le processus de coalescence, ce malheureux film que je n'ai pas pu vous montrer. Avant, on n'arrivait pas. Hein. C'est très important. On construit des détecteurs d'ondes gravitationnelles. C'est ça qu'ils devront voir. On n'était pas capable de calculer la coalescence de deux trous noirs. Hein, c'était tragique. Le code faisait ça, et puis ça explosait. Mais c'est pas les trous noirs qui explosaient, c'est le code qui a explosé. Et depuis 2002, ça marche comme sur roulette. Hein. On fait, et puis justement, on a pu calculer ces trous noirs le trou noir qui s'auto-éjecte. Et donc, pour moi, c'est ça le progrès le plus spectaculaire. Mais les progrès sont... Je parle de l'astrophysique hein, et de la physique non quantique. Parce que la physique quantique, ça c'est la théorie des cordes et tout ça. Oui, alors là, on vous dira qu'il y a des progrès énormes. Il y a des modèles de trous noirs à 7 dimensions, la dualité, machin, etc. Mais ça, c'est des progrès mathématiques. En physique, c'est l'astrophysique. Parce que sinon, il n'y a plus la physique elle-même du trou noir. Hein. Une fois que dans les années 70, Werner Israel, Brandon Carter, mon collègue de Medan, et Robinson, dont j'ai oublié le nom parce qu'il y a beaucoup de Robinson, ont prouvé le théorème que le trou noir n'est caractérisé que par la masse et son moment cinétique. De ce point de vue-là, c'était terminé. Avant, c'était un problème principal. Quel type de trou noir existe-t-il? Mais après, comme la réponse était difficile à obtenir, mais d'une banalité effrayante, c'est un peu arrêté là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la théorie de relativité générale et j'ai commencé à faire de l'astrophysique, parce qu'il y avait soit des problèmes extrêmement mathématiques qui ne m'intéressaient pas, soit le bœuf. Le bœuf dans le burger. Peut-être la dernière question, c'est intéressant là, de voir comment les idées se sont mises en place. J'ajouterais que la difficulté avec les quasars qui donnait la clé des trous noirs était liée au fait qu'il y avait une autre théorie qu'il fallait accepter pour accepter celle des quasars, c'était le Big Bang. Et à l'époque, il y avait des débats qui ont disparu aujourd'hui. Oui. C'était deux problèmes et c'est toujours gênant. D'ailleurs, il y avait les mêmes personnes qui étaient de l'autre côté de la non-orthodoxie. Je suis pas sûr qu'en physique, on arrive peut-être plus facilement à cerner un problème. En astrophysique, on a ce qu'on a. On observe, on n'est pas maître des choses. Dernière question, peut-être. Merci. J'avoue, je suis quand même un peu troublé par ce que vous avez dit. En fait, vous avez parlé d'écroulement de l'espace-temps dans le trou noir. Ça veut dire que la notion de dimension, par exemple, de volume n'existe plus, donc de densité non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire, si ce n'est la masse, c'est tout. Et on ne peut rien dire. C'est-à-dire, s'il y a coalescence, si deux trous noirs, par exemple, fusionnent, on ne peut pas dire le volume de l'ensemble. Est-ce que l'horizon sera toujours le même après la coalescence? Oui.
Bon, là, ça me trouble, ça. Non, mais là, la réponse est très claire. D'ailleurs, c'est Stephen Hawking qui a fait le calcul. Dans ce cas-là, c'était rigoureux. La masse du trou noir et il y a deux composantes de la masse énergie du trou noir. Une, c'est la masse qui s'appelle irréductible, celle qui est sous l'horizon, sous forme de tout ce qu'on lui a jeté dedans, tout ce qui a traversé l'horizon, et puis il y a l'énergie de rotation, elle qui est disponible. Maintenant, si c'est un théorème mathématique, si on fait une coalescence de deux trous noirs, une partie de l'énergie peut être émise, elle est émise sous forme d'onde gravitationnelle. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a l'énergie cinétique d'abord, mais après, quand vous formez un trou noir, il n'est pas ce trou noir final, il y a des oscillations. Le théorème dit que la masse finale, ce que je vais vous dire, ce que dit le théorème. Le théorème dit, pour que je ne dise pas que le théorème parle en fait de la surface qui est liée. Alors, la surface du trou noir ne peut pas diminuer. Et maintenant, il y a une relation entre la surface. Si les trous noirs ne sont pas en relation, la masse du trou noir, c'est la surface au carré divisée par 16 pi ou 16 pi. Donc le théorème mathématique dit que la surface du trou noir ne peut pas diminuer. Donc ça, il y a ce fameux dessin on représente le trou noir comme ça, le fameux pantalon que vous trouvez ça représente la coalescence. Ça, c'est deux trous noirs. Et là, c'est le trou noir final. Et l'air de la surface, pour être plus précis, ne peut pas diminuer. Ce qui est un théorème général. L'air de la surface d'un trou noir ne peut jamais diminuer. Donc, si on le laisse tranquille, il va être constant. Si on lui fait des malheurs, il ne peut qu'augmenter. C'est de là qu'est venue l'idée de l'entropie, du trou noir, etc. Mais là, je ne vais pas me lancer dans ça. Maintenant, le fait, j'ai bien compris, vous êtes troublé aussi par le fait que l'espace s'effondre. Moi aussi. Oui, parce que c'est un genre d'effondrement perpétuel. Alors ça peut... Il y a une très belle façon de comprendre ce qui se passe dans les trous noirs, ça s'appelle les diagrammes de Penrose-Carter, mais bon, ça demanderait une autre demi-conférence pour le faire. Mais il ne faut aussi pas oublier que le Niagara, c'est une image, par analogie, c'est très bon, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est très proche. Mais moi aussi, ça me trouble. Mais est-ce que ça ne vous trouble pas que l'univers infini est sorti d'un point et est en expansion? Mais voilà. Ouais. C'est du même genre de problème. Ouais, exactement. C'est bien qu'on est troublé, c'est fait pour la physique, entre autres. Bah écoute, il nous reste à te remercier de nous avoir montré à quel point les trous noirs restent fascinants. Merci beaucoup. D'autant plus que tu avais à relever ce défi ce soir. Et vraiment, je crois qu'on peut le remercier. Merci pour ces applaudissements. Merci pour votre patience et pour avoir toléré le non Uber Eats.